Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 5e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, Gilles nous présente ses fleurs préférées, Paul-Émile cultive des légumes peu connus, Richard taille sa haie de cèdre noir et tout d'abord, Yves Auger réalise pour nous une greffe sous écorce au verger des frères. C'est le mois de mai, nous sommes au verger des frères. Je suis avec Yves Auger, enseignant en culture fruitière au Cégep de Victoriaville et chargé de projet en culture fruitière pour le Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep. Nous réalisons ensemble une greffe sous écorce. Bonjour Yves! Bonjour, salut bien. Alors, dans quelle situation on peut pratiquer la greffe sous écorce? La greffe sous écorce, dans le but finalement de surgreffer un arbre, soit qu'on n'aime pas la variété parce qu'elle n'est pas résistante à la tablure, ou soit qu'on n'aime pas les pommes ou c'est de la pommette, ou que c'est un pommier indigène qu'on peut voir dans la nature, et puis que les pommes ne sont pas de bonne saveur ou de bonne qualité. Okay. Donc, en apposant cette variété-là à l'endroit où on va installer la greffe sous écorce, à ce moment-là, va se développer 3 ans plus tard des bourgeons à fruits pour porter des fruits. Quelle variété on choisit aujourd'hui pour notre greffe? Aujourd'hui, j'ai le choix de 2 variétés. La rose des bois, qui est une pomme rose sucrée, de primeur d'été, on pourrait dire une pomme d'été. Sinon, j'ai une deuxième variété, c'est une pomme d'automne, début septembre, pomme rouge, croquante. À quel moment tu as prélevé tes branches, là? C'est important, ça n'a pas été prélevé présentement, ça a été prélevé pendant la dormance. Donc, environ, on commence vers le 15 mars, aller au 1er avril. Donc, on a quand même un temps là, pour aller prélever les branches, les conserver dans la neige. C'est des pousses de l'année, c'est des pousses, finalement, qu'on retrouve, que j'ai gardées dans du journal humide. Et au frigo, mais par contre, quand je les prélève dans l'hiver, je vais identifier les variétés puis je vais les placer dans la neige. Dans la neige, ça permet de garder comme un frigidaire mes boutures, qu'on pourrait dire, ou mes pousses de l'année, qui sont des gourmands finalement, qu'on retrouve normalement sur des arbres. Là. Ici et là, comme ici, vous voyez, il y en a dans l'arbre, c'est la même chose. Mais là, ils sont débourrés, je ne peux pas les utiliser. Okay. Donc ici, ils sont dormants. Dans la neige, du côté nord, avec de la ripe dessus ou un panneau de bois, va empêcher que la neige fonde vite. Quand on arrive vers la fonte des neiges, rendu en avril, là, on n'a pas le choix, on les met au frigo, journal humide, dans un sac de plastique humide. Parfait. Alors, vas-y, exécute-toi. Oui, si c'est pour si on tombe dans des calibres de cette grosseur-là, c'est la grosseur qu'on peut utiliser pour la greffe. À ce moment-là, il faut utiliser une scie pour scier la partie, parce qu'au sécateur, on ne pourra pas. Sinon, j'ai ici, c'est aussi possible, j'ai des branches d'une bonne hauteur. Fait que soit qu'on peut le couper avec la scie ou avec un sécateur, à ce moment-là, c'est possible aussi dans les 2 cas. Là. Donc, si vous y allez avec la scie ou le sécateur, je vais enlever quand même un bourgeon qui est proche. Là, Je vais garder quand même une partie pour la montée de sève. Fait que, dans ce moment-là, ici, il n'y en a pas de pousse que je vais garder pour la montée de sève. C'est directement, contrairement à la petite greffe qu'on avait vue plus tôt en saison. Là. Je n'ai pas d'appel de sève, c'est directement. Donc, je vais faire une coupe en biseau. Il y a un temps quand même de délai pour ne pas assécher trop. Ça fait que c'est sûr que je vais procéder. Ça va être rapide, là. Ouais, ben, pas trop non plus, mais quand même assez rapide. Vous voyez? Donc là, c'est... si on a un arbre très gros, là, à ce moment-là, on va préparer un peu plus. Je vais en enlever. Vous voyez, il y a comme un petit défaut, là. Il faut que je l'enlève parce que Donc, ça va m'empêcher. Il restait une partie de bourgeon que tu vas racheter d'enlever complètement. Oui, puis il faut que ça soit assez lisse quand même pour la greffe. OK, comme ça va bien. Si c'est plus gros, je prends la scie, comme je vous ai dit. Donc, la greffe sous écorce, il faut que l'écorce, on dit sous écorce, il faut qu'elle se soulève. Donc, à ce moment-là, on va faire une incision
pleine longueur ici, sur le sens pour supporter la branche, là, sur le dessus. Avec OK. un couteau spécial qui est un couteau à greffe. Vous voyez, il est rentré jusqu'au xylème, jusqu'au bois. Fait que là, la partie qui soude, c'est la partie de l'écorce et sous-écorce. On donne un petit coup de côté à droite. Elle vient de se soulever. Pour vérifier, il y a une oreillette sur le couteau. On peut, mais sans oreillette, vous voyez, ça se soulève très bien. Si j'aurais fait un peu avant, j'aurais pas pu soulever l'écorce comme ça pour insérer le greffon. C'est sûr que je ne sais pas si vous voyez assez bien pour le... Bon, maintenant, pour les branches. OK. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de traverser avec mon couteau. Je vais traverser d'un point à l'autre pour avoir une coupe en biseau. À ce moment-là, on part un peu plus bas que le bourgeon. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. On va faire une glissade assez sur le long. Ici, elle est très très longue, là. Je pourrais la réduire. Ici, comme Bien ça. droite sans... Oui, ici, il y a partie un peu d'écorce, Faut mais pas- c'est... ouais. Ce qui est ici, le côté où j'ai soulevé, il y a un côté que je n'ai pas soulevé, doit se souder, qui est de l'autre côté. Je vais enlever l'épaisseur environ de mon écorce. À peu près ça. Puis on l'enlève dessus, mais là, c'est déjà comme enlevé, c'est bien. Je vais garder 3 bourgeons. 1, 2, 3. Ça peut aller à 4, mais à 3, ça va. Et c'est ça le greffon, finalement. Coupé lisse et comme ça, sous écorce. Là, ce qu'on va faire, on va l'insérer. On va avoir à soulever peut-être un peu avant d'entrer dans la partie. Ce que je veux, c'est qu'il arrive avec l'épaisseur de l'écorce ici. Là. Normalement, justement, ici. Sur le côté. Il est prêt à ligaturer. Et ensuite, c'est la cire. La cire n'est pas trop... non, elle n'est pas trop figée. Alors, c'est une cire d'abeille. C'est une cire qu'on achète dans les centres jardins, une cire à greffer. OK. Et le raffia, je l'ai humidifié, c'est du raffia naturel. Vous pouvez prendre du synthétique, mais à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de le couper. Donc, ce qu'on fait, on fait une loupe au départ, dans le but de finalement repasser dedans. Et ce qu'on fait, c'est que on commence à passer en bas, dans le sens où j'ai soulevé l'écorce pour rabrier mon greffon. Il y a des fois des bourgeons. Là, Ça en prend long comme ça? Ben, je m'en prends un peu plus long pour être certain, là, mais c'est à la longueur du raffia. Là, maintenant, elle se tient, je vais pouvoir avoir les mains plus libérées. Il y en a quand même. En mettant toujours une tension. Fait que là, à ce moment-là, tiens, ça va mieux. Jusqu'à l'extrémité. Là, j'ai mon bourgeon qui est là, mes 3 autres bourgeons qui vont pousser dans l'été. Je vais avoir 3 ramifications. OK? Donc, une fois que j'ai passé mes tours comme ça, je passe un dernier tour finalement Dans ta boucle? dans ta boucle, là, ici. Et puis, je vais tirer sur la partie ici en bas, comme ça. Regardant la cire. Tiens, l'idée, c'est que ça serre et que ça fait le nœud, que là, lui, il est bien solide. Bon, ça, à ce moment-là, on peut enlever le surplus. OK. Une vraie chirurgie, hein? Et on a même ici l'assistante. La cire a été chauffée au préalable dans le but d'être ramollie, parce que c'est pas de la cire, mais elle n'est pas froide, elle n'a pas danger de brûler. Faut pas qu'elle soit trop... C'est ça, faut pas qu'elle soit brûlante pour pas... Ouais. Ce qui est important, c'est d'en placer sur l'endroit où on a coupé ici pour pas qu'il y ait de... Et sur le bout du greffon, il ne faut pas l'oublier, pour pas avoir de perte au niveau de la soudure. Ensuite, il m'en faut un peu sur la pointe de coupe ici, là. C'est ici qui m'en... C'est pour empêcher l'air de rentrer, est-ce que Exactement ça? C'est ça, exact. Pour empêcher l'air de rentrer sur les points de coupe. Et là, avec la montée de sève qui est déjà dans l'arbre, l'écorce se soulève, le greffon, lui, est dormant, les bourgeons vont se réveiller, alimenter. Parce que l'extrémité dans l'arbre, c'est là qu'il y a la pelle de sève. La sève va monter, aller jusqu'à l'extrémité, donc on n'a pas le choix de débloquer ces 2 bourgeons-là.
Donc, ça, c'est la greffe sous écorce. À ce moment-là, j'ai une autre variété. La cire va sécher, le raffia va casser, on peut partir en vacances, on revient, ça va se détacher tout seul. Normalement, ça va commencer à pousser seulement environ en juin, là, avant de commencer à pousser. Là, je m'assure qu'elle est bien tenue. Dans 3 ou Même 4 s'il y a de la semaines. pluie, ça va rester là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on va avoir ici toujours de la polarède comme pomme. Ici, c'est un polarède. Et puis ici, on va avoir le greffon de la variété ancestrale. Donc, comme tête. Yves Auger, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Docteur Gilles Morin aime les animaux parce qu'il est vétérinaire maintenant à la retraite. Il aime les fleurs pour le plaisir. Il nous présente ses fleurs préférées. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour, bonjour. Alors, on est devant votre magnifique hibiscus. Racontez-nous son histoire. C'est une histoire assez spéciale. C'est qu'un agriculteur, Mme Smokey de Victoriaville, à un moment donné, avait reçu en cadeau, en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle avait pris ça, puis elle s'est aperçue que ça ne serait pas gardable, tu sais. Ça fait qu'elle m'avait dit, elle dit, veux-tu l'avoir? J'ai dit, je sais pas, moi, j'ai toujours aimé ça, les petites expériences. Puis finalement, j'ai dit, ah ben oui, je le prends, puis c'était un cadeau en plus. J'ai dit, ça me fait plaisir, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire avec ça. Je l'ai planté ici, en sachant, par exemple, d'avance que, normalement, ça ne reste pas dehors. Ça fait que je me suis dit, on fera ce qu'il pourra. Puis comme il y a une petite pente, j'ai dit, il va être un peu à l'abri du nord. Fait que je l'ai planté à cette place-là pour lui donner un peu plus de chance. Finalement, quand est arrivé le printemps d'après, il y avait gelé, la plante que j'avais plantée avait gelé complètement. Ça fait que là, le printemps d'après, là, je pensais que c'était fini. J'ai dit, elle a gelé. Et, ma tête aurait dû pas geler, mais elle a gelé. Fait que ce qui est arrivé, c'est que avec ma pelle, je voulais décider d'enlever ça. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait une petite verdure, une petite tige qui était là. Je n'étais pas certain même si c'était ça qui repoussait, mais finalement, c'était ça qui repoussait. Je l'ai laissé aller et c'est comme ça que, depuis 25 ans, j'ai un magnifique hibiscus. Puis c'est la nature qui a joué là-dedans, parce que moi, j'ai rien à faire, sauf que lui donner de l'eau quand c'était le temps, c'est tout. Est-ce qu'il est facile d'entretien? Est-ce que les insectes l'aiment bien? Ah oui, j'ai jamais eu aucun problème avec les insectes concernant cette fleur-là. C'est vraiment une fleur exceptionnelle au point de vue résistance. Bien, elle résiste même au froid, alors qu'elle ne devrait pas être gardée ici, dehors, à des moins 40, moins 30. Là. Mais il faut être patient au printemps parce qu'elle va décoller juste au mois de juin. Exactement, parce que ça prend plus de temps à décoller parce qu'elle gèle profondément, puis finalement, elle repousse. Quand on dit profondément, j'ai l'impression qu'elle gèle, mais en surface, puis à l'intérieur, il reste assez pour qu'elle reparte. Puis elle fait ses 3 ou 4 pieds durant la période. Sauf qu'il y a des saisons comme cette année, là, qui est vraiment en retard parce qu'on a eu un printemps tardif, là. Puis ça fait que finalement, elle vient de commencer à éclore alors qu'elle devrait faire depuis 3 semaines. Oui, d'habitude, c'est au début d'août. On va parler maintenant de votre glycine. C'est une plante qu'on voit pas beaucoup. Puis c'est particulier de la voir à Victoriaville. En fait, je suis contente de la voir à Victoriaville. Pouvez-vous nous parler de votre glycine? Bien, la glycine, j'ai acheté ça ici chez M. Garneau. C'est une plante qui m'avait dit que les chances sont pas très fortes aussi, c'est pas résistant beaucoup. Puis ça fait 3 ans que je l'ai, là. Puis avec les conseils d'un M. Gingras de la presse, là, j'ai coupé des tigeons pour lui permettre de pousser un peu plus, puis d'avoir des fleurs. Puis l'année passée, j'avais eu une fleur. Cette année, j'en ai eu 7-8. Je pense qu'il est venu prendre des photos, là, mais j'étais fier parce que c'est une fleur très rare qu'on n'a pas par ici. Puis en Europe, j'avais remarqué ça en allant un voyage en France. Je trouvais ça merveilleux. Comment c'était une superbe fleur avec une lampe bleue, là, le ciel azuré. C'est pour ça que cette fleur-là, pour moi, est bien importante. Puis de voir qu'elle a réussi, là, j'estime d'ici quelques années, ils vont pouvoir se toucher parce que j'en ai une de chaque côté. Là. De votre maison? Oui. On en vient maintenant à vos zinnias. Vous aimez les zinnias? Ah, les zinnias, j'ai toujours aimé ça. C'est une fleur, j'en semais là, plusieurs années, mais il était tout petit. Finalement, j'ai décidé j'avais vu sur un catalogue de Caroline du Nord qui vendait des zinnias géants. Ça fait que j'ai commencé tranquillement à regarder comment est-ce que je pourrais faire venir ça. Puis dans ce temps-là, c'était pas comme par Internet, ça. Fait que finalement, j'en ai fait venir des graines. Puis c'est à partir de là que depuis 25 ans, j'ai ces fameuses fleurs-là, qui sont comme les autres zinnias, mais beaucoup plus hauts, puis plus développées. Puis les variétés aussi sont plus grandes, de différentes couleurs, ce qui fait la beauté de cette fleur-là. Puis
je ramasse les graines à tous les ans, les caboches qu'on appelle, Oui. il doit y avoir un terme, là. Puis je ramasse ça, puis je les fais sécher sur un papier journal, puis je les mets dans le tiroir, puis pour être je ressème. OK. Puis à tous les 4-5 ans, j'en recommande pour être certain qu'on renforcer les descendants. Puis finalement, c'est pour ça que j'ai des belles fleurs. C'est une fleur magnifique, très belle, puis en bordure, c'est super. Bien, c'était très intéressant, puis je pense qu'il va se pousser du zinnia à Victoriaville dans les prochaines années. Ah oui, surtout cette variété-là. Merci beaucoup. Plaisir. De nouveaux légumes apparaissent dans les kiosques des producteurs maraîchers. Paul-Émile Garon, étudiant en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville, nous fait découvrir des nouveaux légumes. Bonjour Paul-Émile. Bonjour. Alors, tu as expérimenté une nouvelle culture cette année. C'était laquelle? C'était les tatsoi. Oui. Je l'ai fait pousser comme une petite verdurette, comme très serrée. Puis ça peut servir dans les salades. C'est très bon, ça a un goût épicé. Puis c'est ça, je l'ai semé directement au champ en mai. C'est une culture qui préfère les climats froids comme en début de saison au printemps puis à l'automne. Fait que là, On est au mois de juillet, puis ta récolte a été faite. Ouais, elle est passée, mais il y en aura d'autres au printemps. OK. Y a-t-il des interventions à faire pour la protéger des insectes? Oui, il est de la famille des crucifères. Fait que, dès que je l'ai semé, je mets une bâche directement pour éviter des dégâts de l'altise qui gruge les feuilles. C'est quoi le délai entre la semis et la récolte, à peu près, le nombre de jours ou de semaines? C'est comme entre 3 et 4 semaines. Puis si tu les avais espacés davantage, tu aurais eu des plants plus gros, c'est ça? oui, c'est ça. D'habitude, elle est cultivée comme à 15-20 cm, puis elle fait des plants plus gros qui sont plus utilisés dans des sautés dans la cuisine asiatique. OK. Puis quand on la veut en salade, on la sème plus rapprochée, puis elle reste plus petite. C'est ça. OK. Tu vas nous parler d'un autre légume qu'on connaît moins, la rabiole. Alors, à quel moment tu l'as implanté au jardin? Je l'ai semée en mai. Puis là, ça fait 2 mois qu'elle est là. Puis elle fait des beaux... dans le fond, c'est un légume racine. Là. C'est des belles racines qui peuvent atteindre jusqu'à la taille d'une balle de tennis. Puis on la sème serrée au 8 cm. Elle aussi, on met une bâche dès l'implantation, dès le semis. Puis on est au début juillet, puis on serait certaines rabioles sont prêtes pour la récolte puis la vente. Oui, ça fait 2 semaines qu'on a commencé à la récolte. OK. Fait que ça prend entre 7 et 9 semaines à être prêt. Paul-Émile, tu t'occupes aussi d'une production de choux raves. À quel moment tu as fait le semis? Au courant du mois de mars. Tu as fait un semis direct en multicellule, je pense, hein? Oui, c'est ça. Je l'ai semé en multicellule, puis environ 3 à 4 semaines après, je l'ai implanté au champ à 15 cm. D'espacement sur le rang? Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un légume. On récolte la tige qui forme comme un bulbe, qui peut atteindre jusqu'à 8 pouces pour certaines variétés. OK. Puis le légume appartient à la même famille que ton rabiole, c'est ça? Oui, toujours sous bâche. Sous bâche, lui aussi, Oui. avec les autres. Oui. Ce qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est des carottes de couleur. Je pense que vous en semez, vous en cultivez au jardin. Oui, on a 4 couleurs différentes. On en a des jaunes, rouges, mauves, puis des oranges normales. Le grand classique. Oui. Puis, comment vous faites pour vous procurer les semences? Est-ce que c'est relativement facile à les trouver? On passe par un catalogue de semences, comme Johnny's ou iMowing. Puis on a fait nos commandes à la fin de l'hiver. Puis on les a reçues comme un mois et demi après. Prêt pour commencer la saison. Bien, on a appris des choses avec toi, Paul-Émile. Merci beaucoup, puis bonne saison de culture. Merci. Je suis avec Richard Côté, horticulteur de Danville, et nous taillons ensemble sa haie de cèdre noir. Bonjour Richard. Allô?
Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art. On va commencer par désinfecter nos outils. Oui, c'est bien important quand on taille nos végétaux de toujours désinfecter nos sécateurs ou nos ciseaux, tous les outils qu'on utilise pour faire une intervention sur les végétaux. Alors, ici, tu nous as préparé une belle potion d'alcool à friction Oui, d'alcool à friction, parce que ce n'est pas un alcool pour boire. qu'on Alors, trouve à la pharmacie ou... Oui. Simplement, là, quelques secondes comme ça, tremper nos outils dans l'alcool ou encore en verser un petit peu sur, si on regarde la ciseau. D'abord, c'est pas très dispendieux. Tu sais. Alors là, j'ai oublié de m'apporter un linge. Regarde, je vais te remettre ça. Puis simplement... assécher un petit peu. Pas assécher, c'est-à-dire assécher, peut-être que oui, mais ça n'aura pas d'incidence sur les végétaux, par exemple, compteur qu'il y ait l'alcool, mais de bien désinfecter l'ensemble de la lame, des lames de nos outils, que ce soit les cisailles ou même des ciseaux ou sécateurs. Ça ne les fait pas rouiller. Non, pas du tout. Puis, tu sais, l'alcool va s'évaporer aussi assez vite. OK. Il n'y a pas vraiment de problème. Puis aussi, ça peut enlever un peu de la résine, des fois, de certains conifères, par exemple, qui ont une résine, fait que ça va nettoyer aussi. OK. Fait qu'on est devant désinfecter. ta haie de cèdre noir qui a quel âge à peu près? Bien, celle-ci, elle a peut-être une douzaine d'années, mais ce que je voulais vous montrer avec cette haie-ci, c'est que ça fait plus de 5 ans que je ne l'ai pas taillée. Puis toutes les haies que j'ai chez moi, c'est du cèdre noir que j'ai. Parce que j'avais su un jour, avant de planter les cèdres, d'un pépiniériste chez qui je suis allé voir, tu sais, il faisait du cèdre noir et du cèdre blanc. Puis il m'a expliqué que le cèdre noir, c'est un cèdre qui pousse 2 fois moins large dans la nature que le cèdre... c'est-à-dire que c'est un développement qui s'est fait, un hybride en fait, mais s'ils l'ont stabilisé et qu'ils l'ont nommé cèdre noir, parce que il fait un développement, je te dirais, s'il n'était pas taillé, là, il pourrait avoir un diamètre de 7 pieds, tandis qu'un cèdre blanc, le cèdre de nos forêts, là, vient à peu près 15 pieds de diamètre, OK. si vous en avez déjà vu en forêt. OK. Mais pour faire de la haie, comme on veut maintenir nos arbres étroits, puis plus ou moins hauts, bien à ce moment-là, un cèdre qui va avoir un développement moins large va être plus facile à contenir en haie que l'autre qui pousse plus large. OK. Ce cèdre-ci, puis je vais te montrer ici une branche, c'est que les branches du cèdre noir poussent en remontant. On dit qu'ils ne sont pas fastigiés, mais ils sont une croissance remontante. Puis on peut voir que la branche ici, qui a déjà quelques années, puisque je vous ai dit que ça fait au moins 5 ans que je ne l'ai pas taillée, est remontante. Fait que, tandis que le cèdre blanc, lui, les branches vont pousser beaucoup plus à l'horizontale comme ça. Alors c'est pour ça qu'il y a un développement plus large. On veut te voir en action. Ben là, ici, je peux juste vous montrer que j'ai des branches quand même assez longues. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, puis de tailler, tiens, regarde, comme ça. Puis, ce que je vous expliquais, ce cèdre-là est tellement intéressant qu'il y a de la branche, beaucoup même à l'intérieur. Fait que même si je viens tailler, peux-tu voir, regarde, je viens tailler sévèrement comme ça, il y a encore parce que les branches qui remontent comme ça, ils ont bénéficié de beaucoup de lumière, puis ils ont quand même gardé du vert à l'intérieur, puis du feuillage jeune. Parce que aussi, il faut que vous sachiez que le feuillage sur un cèdre va durer à peu près 3 ans. C'est pour ça qu'il y a toujours du rougissement sur nos arbres. Normalement, ça arrive vers la fin d'août, du mois d'août. Mais le cèdre noir, lui, c'est moins apparent. Puisque les branches sont remontantes, ça cache pas mal ça. Tandis que le cèdre blanc qui pousse à l'horizontale, comme il faut le tailler à chaque année, à un moment donné, l'épaisseur de branches jeunes n'est pas si grande que ça. Puis là, bon, on voit davantage le rougissement. C'est un petit avantage d'avoir du cèdre noir aussi. Nos haies restent plus belles. D'autant plus que la couleur du cèdre, il y a un petit fond bleuté dans sa couleur plutôt que vert olive que le cèdre blanc nous donne. Okay. Alors, la coloration est déjà un petit peu plus belle. C'est encore un autre petit avantage de cette variété de cèdre-là. Alors, comme tu peux voir, je peux tailler assez sévèrement. Oui. As-tu un truc pour nous pour respecter ton angle? C'est-tu ton œil expérimenté ou... Oui, mais tu sais, moi, c'est vrai que j'en ai des longueurs. L'important, là, je dirais, parce que surtout comme dans cette haie-ci qui est assez longue, là, mais il y a quand même un angle, puis je vais... C'est de bien partir au début. Oui, je pense que c'est ça qui est le mieux, c'est de commencer à donner un angle à notre haie, puis de ne pas avoir peur, là, de monter ça puis de finir à 12 pouces. Je vous le dis,
Puis même à 12 pouces là, dans la tête, mettons que votre haie à 6 pieds ou 7 pieds, le 12 pouces va être dense beaucoup. On ne verra pas à travers. C'est une affaire que j'ai découvert finalement. On me l'avait expliqué quand j'ai acheté mes cèdres, mais évidemment, je l'ai vu, je l'ai apprécié dans les années qui ont suivi finalement, quand mes haies sont devenues matures. Alors, pour faire si vous voulez avoir une haie qui soit toute bien égale, toute bien taillée et dense, le meilleur temps pour le faire, c'est fin juin. Puisque la nouvelle pousse de la saison est déjà sortie dans le courant du mois de juin, on va faire notre intervention à ce moment-là, ce qui va faire que pour le restant de l'été, les branches secondaires vont se densifier, puis vous allez avoir un mur végétal qui est très droit ou très lisse, si c'est l'effet que vous recherchez. Alors, si vous taillez trop tard, le problème qu'il peut y avoir quand on taille trop près de l'hiver, tu sais, les mois d'hiver, c'est que le bout de la branche peut geler. À ce moment-là, il faut avoir des petits bouts qui vont mourir. Puis ça peut être moins joli sur l'ensemble de la haie, mais normalement, le cèdre est assez généreux, qui se répare, enfin qui cache ça, c'est pas évident. Mais idéalement, c'est mieux de ne pas le faire dépasser ces temps-là. Puis de toujours penser garder un angle à cause de nos hivers. De finir avec une tête qui peut être en arrondi pour à peu près 12 pouces. OK. Bien, Richard Côté, un grand merci. Ça fait plaisir. Nous espérons que vous aurez retenu l'importance de désinfecter les sécateurs. La semaine prochaine, nous repiquons de la laitue avec un grand de l'agriculture biologique. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.